Comme Jeanne, la France est révolutionnaire, et Jeanne d'Arc renverra l'élite aristocratique ou ecclésiastique de son temps à la médiocrité des lâches et des soumis. Comme Jeanne, la France est pays catholique, mais de ce catholicisme charnel et viscéral, loin des universités et des docteurs de la foi qui vont combattre Jeanne, ce catholicisme fiévreux, ce catholicisme du sacrifice et du martyre, cette religiosité de l'énergie populaire et du combat. Alors, l'éditeur de DVD et de Blu-ray Artus Film a lancé il y a quelque temps une collection Histoire et légende d'Europe, et dans cette collection sort donc un très vieux film sacrifié à Jeanne d'Arc et quasiment inédit en France, Das Mädchen Johanna. Autrement dit, la jeune fille Jeanne, traduit ici donc en un simple Jeanne d'Arc. Alors c'est un film allemand de 1935, presque invisible jusque-là, produit par l'UFA et réalisé par le méconnu Gustav Uccitti. Alors Artus Film a mis les petits plats dans les grands pour cette sortie, puisqu'on nous propose le film donc en DVD, en Blu-ray, et le tout accompagné d'un gros livret donc, de 80 pages que j'ai eu le plaisir d'écrire, et consacré donc au personnage de Jeanne et à sa représentation donc, dans ce film un peu oublié. Alors au-delà du plaisir purement patrimonial, on va dire, et du charme historique de cette épopée, ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi Jeanne d'Arc est une figure paradoxale aujourd'hui. Et cette sortie DVD Blu-ray est là pour nous le rappeler. En fait, tout se passe comme si le personnage, omniprésent dans ses représentations artistiques, culturelles et cinématographiques donc, était en même temps anachronique dans le champ intellectuel et idéologique de notre temps. D'un âge barbare, issu d'un âge barbare et violent, d'une période un peu enreligiosée, si j'ose ce néologisme, est tellement différente de la nôtre. Jeanne est une figure exotique désormais, un peu étrangère à sa propre terre, culturellement parlant, parce que les valeurs qui lui sont attachées paraissent un peu ringardes aux yeux des contemporains, aux yeux des digital natives. Alors quelles sont ces valeurs ? Le territoire, la piété, la fidélité, le sacrifice, le souci de l'unité, et puis cette perméabilité entre l'élite et le peuple, ce lien à la fois fragile et solide entre le monarque et sa population. Alors le motif qui défrise peut-être le plus la moraline de l'époque, un peu ensuquée dans sa détestation de la violence et dans son irénisme, c'est que Jeanne est femme guerrière qui verse le sang, ou fait verser le sang en tout cas. Ajoutez à cela la foi vissée au cœur, et vous obtenez l'avatar médiéval des Judith et autres Déborah de l'Ancien Testament. Et tout cela paraît décalé aujourd'hui, dans une époque qui ne peut souffrir tant de violence et de spiritualité et de religion. C'est donc bien cette tension incroyable entre la visibilité du personnage et sa prétendue désuétude qui peut fasciner et surprendre le contemporain. Parce que Jeanne d'Arc n'est pas soluble dans ce vivre ensemble dont se gargarisent les modernes et les gentils de l'histoire. Bien sûr, certains historiens ont voulu en faire le chantre d'une espèce de paix universelle et de cosmopolitisme bien compris, au prétexte que l'armée de la pucelle comptait des Écossais, des Espagnols ou des Italiens. Alors pour eux, Jeanne d'Arc était devenue une espèce d'emblème féminin et très moderne de l'amitié entre les peuples. Bon, on a le droit de sourire, Jeanne d'Arc n'est pas Greta Thunberg, heureusement, malgré les efforts de certains pour confondre en quelque sorte les deux personnages. Alors jamais en reste d'un anachronisme ou d'une imbécilité, les féministes les plus radicales ont pu s'emparer également du personnage elles aussi, et l'ont même transformé en figure du combat lesbien. Ben oui, voilà une fille qui s'habille en homme au mépris de toutes les conventions de l'époque. Bon, la réalité est tout autre, et il suffit d'écouter Jeanne elle-même qui disait « J'ai pris habit d'homme parce que j'avais à être parmi gens d'armes avec lesquels il était plus sûr et plus convenable de se trouver en habit d'homme que de femme. » En un mot, tout le contraire d'un acte de libération. Mais le raccourci erroné ne fait jamais tellement peur dans ce monde de l'égalitarisme fou. A contrario, et pour se défaire d'une figure si embarrassante pour la doxa, on a essayé aussi d'abîmer le mythe, en affirmant par exemple qu'un tel personnage ne pouvait être qu'un homme, gouverné par le sanguinaire Mars et non la bienveillante Vénus.
D'autres ont dit également que Jeanne était certainement alors la bâtarde un peu débile d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, et qui n'avait joué finalement qu'un rôle très secondaire pendant la guerre de Cent Ans. Ou bien encore, Jeanne n'était qu'une imposture de l'histoire, carrément, qui jamais donc ne brûla à Rouen et à laquelle on substitua une pauvre femme sur le bûcher. Bien sûr, on en a fait une folle également, à cause de ces fameuses voix. Jeanne aurait donc eu alors des hallucinations auditives provoquées au choix, parce que je prends mes petites notes parce que j'ai fait des petites recherches, donc provoquées au choix par alors un délire théomaniaque et mystique, ou bien une dépression, ou bien l'hystérie, ou son hermaphrodisme supposé, voire à cause d'une schizophrénie paranoïde. J'en passe des plus graves encore. On voit en tout cas que l'imagination scientifico-freudienne n'a pas de limite pour le coup. Donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir que l'obsolescence du personnage est en quelque sorte symétrique à son ubiquité. Car Jeanne est partout, toujours. André Malraux parle déjà des 20 000 statues qui la subliment, et on dit qu'il y a une représentation de la pucelle dans chaque église de France. De fait, le circuit Jeanne d'Arc est très riche et constitue une parfaite balade dans la France patrimoniale et éternelle. Alors de Domrémy à Rouen, en passant par Vaucouleurs, Chinon, Orléans, Reims ou Compiègne, là où elle fut capturée. Jeanne hante littéralement notre géographie et nos villes. Elle est indéfectiblement liée à nos paysages par une simple statue, alors qu'on déboulonnera peut-être, allez savoir, une plaque commémorative, les vestiges d'une chapelle ou un joli musée de province. Il suffit aussi de visiter toutes ces églises construites à la gloire de la Sainte. Elles sont pléthores par chez nous, de la basilique du Bois-Chenu à Domrémy, jusqu'à la chapelle Sainte Jeanne d'Arc à Paris, en passant par son église immaculée à Nice. Même le Panthéon à Paris, temple républicain par excellence, est décoré et paré des toiles de Jules Eugène Leneveu, évoquant les grands moments de l'épopée joannique. Et puis combien d'écoles libres portant le nom de Jeanne d'Arc? Il faut en profiter avant qu'on ne les débaptise peut-être. Donc Jeanne façonne littéralement notre horizon quotidien et notre paysage mental. Demandez donc à un collégien de vous citer au hasard un grand personnage de l'histoire de France. Il vous répondra à coup sûr Jeanne d'Arc, avant même Charles de Gaulle ou Napoléon. C'est parce que l'héroïne a littéralement contaminé tout le champ culturel. Par la littérature, des dizaines de romans et plus encore de biographies. La bande dessinée, qu'elle soit enfantine, révérencieuse ou même érotique. Le manga, Jeanne d'Arc est une figure très populaire au Japon, au point même de prêter son nom à une héroïne de hentai. Alors le hentai, un manga porno on va dire. Le théâtre, la peinture, l'opéra, la sculpture ou même les jeux vidéo. Même par le rock au sens le plus large, alors qu'il soit d'option identitaire, logiquement, ou d'option métal, de manière plus surprenante, même si le compagnon d'armes de Jeanne, le tristement célèbre Gilles de Rais, a eu les préférences d'un genre souvent inspiré par les serial killers et par le dark side, en quelque sorte, du Moyen-Âge. Alors, autre preuve de son empreinte très actuelle, c'est Jeanne qui inspira probablement George R.R. Martin dans le dessin du personnage Brienne de Torf, parmi les plus marquants de la saga Game of Thrones. Du moins, il est souvent dit que cette guerrière farouche était un avatar de Jeanne. Alors oui pour son courage, oui pour sa virginité gardée intacte ou son sens de l'honneur et du sacrifice. Un peu moins tout de même pour son apparence physique et sa corpulence, d'après ce que nous en savons, tout au moins. Et puis plus profondément, le personnage de Jeanne est peut-être l'emblème le plus édifiant de ce qu'est la France pour une bonne partie de la population. Et je pense que les Français le comprennent presque instinctivement. Ils perçoivent en Jeanne les gènes du pays, comme si sous son nom, elle réunissait les invariants français. Comme Jeanne, la France est une femme d'abord. Alors déclinée en Geneviève, en Jeanne d'Arc, en Jeanne Hachette, un petit peu plus tard que Jeanne d'Arc, ou en Marianne, mais c'est une femme. Et d'ailleurs, l'historien Jules Michelet disait que la patrie, chez nous, je le cite, est née du cœur d'une femme, de sa tendresse, de ses larmes et du sang qu'elle a donné pour nous. C'est dans son Histoire de France de 1841. Et encore une fois, les mégères du féminisme, obsédés par le patriarcat systémique, peuvent donc aller prendre quelques cours d'histoire,
puisque notre histoire est pleine de ces femmes guerrières, justement, qui n'ont rien à envier au mal du temps. Comme Jeanne, la France est révolutionnaire, et Jeanne d'Arc renverra l'élite aristocratique ou ecclésiastique de son temps à la médiocrité des lâches et des soumis. Comme Jeanne, la France est pays catholique, mais de ce catholicisme charnel et viscéral, loin des universités et des docteurs de la foi qui vont combattre Jeanne, ce catholicisme fiévreux, ce catholicisme du sacrifice et du martyre, cette religiosité de l'énergie populaire et du combat. Oui, enfin, la France est un pays politique, soucieux de son unité et de son souverain, mais sensible pourtant aux maladies des guerres intestines et des factions. Il lui faudra prendre un remède parfois. Ce que j'appelle cette pharmacopée du grand homme et du sauveur. Alors on pense à De Gaulle bien sûr, à Henri IV, pour mettre un terme aux guerres de religion, à Napoléon et à Jeanne d'Arc. Oui enfin, la France est nation compliquée, à l'histoire paradoxale et foisonnante, comme la figure de Jeanne d'Arc pour ainsi dire, dont les représentations ne cesseront d'évoluer politiquement et intellectuellement. Bon, de la Jeanne de Voltaire jusqu'à celle de la droite nationale, en passant par celle des Républicains, de l'Action française et du régime de Vichy, il y a des gouffres d'incompréhension et d'opposition. Jeanne d'Arc, c'est une figure mouvante, complexe, qui a été brinque-ballée au gré des sensibilités et des idéologies dominantes, irréductible en quelque sorte à une voix unique. C'est un personnage choral pour ainsi dire. Une héroïne déclinable à l'infini, jusqu'à l'absurde même, puisqu'il y a quand même un incroyable paradoxe. L'Allemagne nazie, futur envahisseur du territoire national, produira un film à la gloire de Jeanne, alors que celle-ci le défendit jusqu'à la mort, ce territoire. C'est une Jeanne à rebours, si l'on peut dire, qui montre bien que le personnage peut être accommodé à tous les messages que l'on veut transmettre, que l'on veut asséner. Au point qu'on en oublie parfois la chair de Jeanne, la chair de l'histoire. Et c'en est presque triste finalement. Ce petit bout de femme, comme disait Camille Claudel, est dépossédé de lui-même quelque part. Et on est alors bien loin du paisible village de Domrémy, sur les bords de la Meuse, et de cette gamine lorraine, née au début du XVe siècle, et qui va en 3 ans, de 1429 à 1431, changer le cours de l'histoire. Mourir à 19 ans, et faire basculer les rapports de force dans un pays ravagé par la guerre. Alors guerre extérieure, contre les Anglais, et intérieure, puisque le pays est déchiré entre Armagnac et Bourguignon, qui ont pris le parti de l'étranger. Alors je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais il n'y a rien de plus moderne, me semble-t-il, que le message de Jeanne d'Arc aujourd'hui, si l'on pense à l'archépilisation du pays, selon l'expression consacrée, à ses séparatismes et aux intérêts particuliers portés fièrement en bandoulière. Alors c'est surtout par le cinéma que Jeanne brille dans les consciences, et par des visages essentiellement. On pense à ceux de René Falconetti, d'Ingrid Bergman bien sûr, de Michel Morgan, de Jean Seberg, de Sandrine Bonner et de bien d'autres. Chacun a d'ailleurs sa Jeanne favorite dans ses souvenirs de salles obscures. Et si la Pucelle n'est pas la figure historique la plus exploitée au cinéma, c'est elle qui a suscité le plus de chefs-d'œuvre, d'après l'historien du cinéma Jean Tullard. Alors bien sûr, à chaque réalisateur, sa Jeanne, selon l'orientation du message et la sensibilité de l'artiste. Jeanne sulpicienne, Jeanne épique, propagandiste, anticléricale ou strictement historique. À chaque période historique, sa Pucelle également. On la représente en chrétienne fervente, après sa béatification et sa canonisation en 1920, en chef militaire exalté, quand on est en période de guerre, ou en adolescente rebelle. Et là, c'est la Jeanne d'Arc de notre époque. Et puis à chaque pays, sa déclinaison du mythe. L'héroïne patriote par chez nous, la martyre chrétienne en Italie, l'emblème de la liberté bien sûr aux États-Unis, ou le symbole du grand libérateur en Allemagne nazie. Bien sûr, il n'y a pas d'assignation stricte à géographie ou à identité, mais il y a tout de même des invariants culturels d'un pays à un autre. Alors, on ne peut évoquer ici toutes les représentations de Jeanne à l'écran, puisqu'on compte une centaine de films et de téléfilms à l'échelle internationale. Mais disons que le personnage inspira le cinéma dès les origines, dès 1897 en fait, et que ce personnage va illuminer les écrans jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à 2019, au dernier comptage, avec le Jeanne de Bruno Dumont, qui est un film très personnel, primé au Festival de Cannes.
Alors ce qui est remarquable, c'est que beaucoup de grands réalisateurs se sont essayés à Jeanne d'Arc et ont livré leur version du mythe. Georges Méliès en 1900, Cécile B. 2000 en 1916, dans un film très propagandiste pour le coup. Karl Dreyer, évidemment, hein, pour ce monument qui est la Passion de Jeanne d'Arc en 1928. Victor Fleming, bien sûr, qui sublime la si belle Ingrid Bergman dans un film superbe plastiquement parlant. Jean Delannoy, de manière plus anecdotique, Otto Preminger, Robert Bresson, Jacques Rivette, jusqu'à Luc Besson et à son Jeanne d'Arc, qui pour moi est une espèce de grand naufrage, aussi spectaculaire que son casting et que le jeu de Mila Jovovich, absolument atroce à mes yeux. D'ailleurs, alors un critique dira non sans malice, je le cite, Luc Besson a réussi à faire ce à quoi les Anglais ne sont pas parvenus en 500 ans, faire passer Jeanne d'Arc pour une folle. Bon, je crois que tout est dit. Bref, on peut être sûr que notre héroïne reviendra sur grand écran, tant le personnage est riche de sens et tant son épopée est cinégénique en quelque sorte. Tellement cinégénique que même le Troisième Reich va s'intéresser au personnage, avec notre film justement. Alors avec le recul, ce film, donc Das Mädchen Johanna, est sûrement l'un des plus intéressants dans cette sphère des œuvres un peu maudites. Film interdit par le Conseil de contrôle allié en 1945 et qu'on croyait perdu jusqu'au milieu des années 70. Premier film parlant consacré à Jeanne d'Arc et seul titre des années 30 qui lui soit sacrifié. Alors il faut dire que Jeanne a tout pour plaire dans la matrice idéologique du nazisme. Elle est symbole de jeunesse, qu'on veut dynamique et combative chez les nazis. Et puis elle est emblème de nationalisme, sans compter qu'elle représente plus que quiconque ce sens du sacrifice, si cher à l'idéologie nationale-socialiste. J'ajoute enfin qu'elle est d'extraction paysanne, et l'on sait combien le monde agricole fut largement mis en avant par la propagande du Troisième Reich. Elle a donc tout pour plaire, si l'on peut dire, et elle exemplifie à merveille cette morale typiquement nationale-socialiste du Blut und Boden, le sang et la terre, autrement dit le sang et le sol. Jeanne devient donc un sujet politique pour le régime, et donc sujet cinématographique. Surtout pour le ministre à l'éducation et à la propagande, Joseph Goebbels, qui est un cinéphile et qui est parfaitement conscient de l'importance du grand écran dans l'édification des masses. Selon lui, le cinéma est l'art du peuple par excellence, celui qui touche au cœur et au sentiment plus qu'à la raison, celui qui émeut plus qu'il ne fait réfléchir. Et dans cette perspective, Jeanne d'Arc est un sujet en or. Alors si on remonte à la source, Das Mädchen Johanna, donc notre film, et de ces grandes productions mises en chantier par la célébrissime UFA. Alors cette société de production préexistait à l'avènement du Troisième Reich, mais dès mars 1933, le nouveau régime met la main sur la société. La structure va être nationalisée et aryanisée, c'est-à-dire débarrassée de ses employés juifs, et seront alors tournés ces films d'obédience nazie, conformes au canon idéologique du pouvoir en place. De l'écriture du scénario jusqu'à son exploitation en salle, chaque film est surveillé avec attention par les instances du régime. Et c'est Goebbels lui-même qui, souvent, impose ses choix en matière scénaristique et décide de qui sera à l'affiche. Goebbels se rend même sur les plateaux et dans les studios, pendant les tournages, ce qui advint d'ailleurs pour notre film. Alors ceci dit, il ne faut pas se méprendre. Les films allemands de la période 1933-1945 ne sont pas tous strictement propagandistes et antisémites comme on le croit souvent. Au contraire, les films de divertissement et les épopées historiques se taillent la part belle dans le cinéma nazi, et ce afin de toucher un public très large. Ça ne veut pas dire que ces œuvres sont vides de sens politique ou idéologique, bien au contraire. Mais comme alors le dit Goebbels lui-même, je vais le citer, la propagande cesse d'être efficace à partir du moment où elle devient visible. Et il ajoute même que l'intention ne doit pas être remarquée si l'on ne veut pas ennuyer. Et c'est vraiment le cas de Das Mädchen Johanna, de notre film. Donc ce Jeanne d'Arc appartient à ce rayon des fresques historiques, sacrifiées aux libérateurs du peuple, motif dont était très friand le régime nazi. Et c'est de lui-même, en fait, que le public fera le pont avec Adolf Hitler, puisque le libérateur mis à l'honneur à l'écran sublime en creux la personne du Führer. On est donc dans ce culte rendu aux grands hommes et aux grandes femmes du passé,
d'autant que Jeanne d'Arc répondait aussi au goût national-socialiste pour l'imagerie médiévale. Alors comme les Allemands avant 1933, les Français sont donc aux abois en 1429, attendant que le sauveur naisse des profondeurs du peuple, celui ou celle qui restaurera l'unité du pays ou du royaume. Les enjeux sont donc bien les mêmes d'une période à l'autre. En tout cas, c'est ce que voudrait laisser entendre le film. Et à 500 ans d'écart, le miracle s'appelle Jeanne et Hitler en miroir. En d'autres mots, la situation politique française du XVe siècle doit peu ou prou évoquer celle de l'Allemagne pré-nazie qui attend en fait son sauveur contre des élites forcément pourries. Alors, Das Mädchen Johanna est réalisé entre février et avril 1935, presque entièrement tourné dans les immenses studios UFA du quartier de Neubabelsberg, entre Potsdam et Berlin. Et à grand renfort de publicité, le film sort en avril 1935 à Berlin, et il est projeté alors à l'UFA Palast am Zoo, qui était un grand cinéma, où eurent lieu les premières officielles de titres comme Metropolis ou même Le Maudit. Alors une telle production méritait bien une affiche 3 étoiles, composée des vedettes de l'époque qui étaient issues pour la plupart du théâtre. Et à la réalisation, on trouve le metteur en scène autrichien Gustav Ucicki, un technicien irréprochable et valeur déjà sûre du nouveau régime. Alors Ucicki s'installe en Allemagne dans les années 20, puis signe un contrat avec l'UFA en 1929, à l'aube du cinéma parlant. Dès 1933, il est reconnu cinéaste officiel du régime en quelque sorte et réalise L'Aube. Alors son titre original c'était Morgenrot, premier titre estampillé UFA de l'Allemagne nazie. Alors dans ce film de sous-marin, on exhorte déjà au sacrifice, l'histoire prend place lors de la Première Guerre mondiale, comme le fera Das Mädchen Johanna un peu plus tard dans un autre contexte. Alors de lui, on peut également citer le célèbre Heimkehr, film de propagande, là pour le coup, qui justifiait l'invasion de la Pologne par l'armée allemande. Alors Gustav Ucicki n'est peut-être pas de ces grands cinéastes de la période, mais il ne démérite pas dans l'ordre des bons réalisateurs, coupable quand même d'une 50aine de films et artiste multicarte, si l'on peut dire. Alors quant au scénario, il est confié à Gerhard Menzel, un écrivain convaincu par l'idéologie nazie pour le coup, et scénariste attitré d'Ucicki depuis 1933. Alors sans être strictement propagandiste comme on l'a dit, le script est très orienté politiquement, au point d'ignorer la réalité historique et de multiplier les erreurs factuelles volontairement. Et c'est bien là qu'est le sel du film, dans une réécriture de l'histoire à des fins politiques. Au diable la véracité historique, il faut charger les élites françaises de toutes les vilainies possibles et faire œuvre de francophobie radicale. Bien plus que d'anglophobie, comme on aurait pu s'y attendre. Mais nous sommes en 1935, pas en 1940, et le temps n'est pas encore à la guerre contre l'Angleterre. Le dauphin lui-même, futur Charles VII, prend des airs secrets et cauteleux dans le film, et pour lui, Jeanne ne sera qu'un outil de reconquête. Les conseillers et gouvernants qui gravitent autour de Charles sont eux aussi des modèles de vice et de trahison, des symboles de cette plutocratie ne pensant qu'à ses intérêts pécuniaires, et c'est par leur faute que Jeanne sera livrée aux Anglais pour être brûlée. En fait, c'est un peu la trahison des clercs, selon l'expression de Julien Binda, et le pourrissement du pays par la tête, insensible au bien commun et au feu sacré de l'émotion populaire. Côté bourguignon, ce n'est pas mieux. Philippe de Bourgogne est un ivrogne ridicule dans le film, un bouffon pitoyable qui pactise avec l'anglais. Alors, duc de Bourgogne interprété par l'immense Heinrich Georges, qui fait encore des merveilles derrière ses moustaches et son embonpoint. Alors c'est un acteur qu'on avait pu voir notamment quand même dans le Métropolis de Fritz Lang en 1922, et puis alors dans le Juif Zus de Veit Harlan en 1940, qui pour le coup là était un vrai film antisémite. Bref, Gerhard Menzel et Gustav Ucicki forcent le trait, à dessein, et Jeanne en devient plus belle encore, plus édifiante par contraste. Alors c'est la comédienne Angela Saloker qui est sous l'auréole, jeune autrichienne qui fit ses premières armes au théâtre et a eu une petite carrière au cinéma. Alors elle est notamment partenaire d'Emile Jannings dans La Cruche cassée du même Gustav Ucicki, l'un des films favoris d'Adolf Hitler. Alors elle campe ici une Jeanne d'Arc ingénue et fragile, plus habitée par un Dieu miséricordieux que par les voies de la guerre.
Pas sûr d'ailleurs que cette vision du personnage ait réellement plu à Adolf Hitler. Certes, le film pouvait flatter sa haine farouche des Français, il suffit de lire Mein Kampf pour s'en apercevoir, mais Hitler jugea peut-être Das Mädchen Johanna trop bongueusard, trop clérical, et Jeanne d'Arc trop empathique et trop clémente avec ses ennemis. Une Jeanne d'Arc en quelque sorte trop gentille, qui jurait avec le vitalisme guerrier de l'idéologie nationale-socialiste. Mais bon, ce qu'on retiendra de ce Jeanne d'Arc, c'est surtout sa qualité esthétique et plastique. Et de ce point de vue, Das Mädchen Johanna est une vraie réussite, film préféré d'ailleurs de son réalisateur. Alors il faut dire que les techniciens réunis ne sont pas des novices. Robert Herlf et Walter Roerich sont ainsi chargés des décors et des costumes. Et ce sont des gens qui ont œuvré sur des titres majeurs du cinéma muet au début de leur carrière. Alors comme dit Pest in Florence en 1919, Le cabinet du docteur Caligari en 1920, qui est un fleuron de l'expressionnisme, ou Le Faust de Murnau en 1925. De là probablement dans le film cette empreinte toute picturale de certains plans. Parfois, nous sommes même assez proches de la carte postale sulpicienne. Jeanne a la tête ceinte d'une couronne de fleurs, symbole de pureté bien sûr et de virginité. Son armure brille de mille feux et à chaque instant, son visage s'éclaire d'une lumière quasi divine. Alors à cela, on peut aussi ajouter la direction photographique de Günther Krampf, qui avait travaillé sur Les Mains d'Orlac de Robert Wiene en 1924 et sur Le Loulou de Pabst en 1929. Et on a cette transfiguration de l'image par des clairs-obscurs typiquement picturaux ou par cette brume toute fantastique qui nimbe les venelles, les ruelles d'Orléans en proie à une épidémie de peste dans le film. Alors de nuit, le décor prend de ces airs sinistres et certaines séquences donneraient presque dans l'imagerie un peu macabre. Alors on est loin des tableaux effrayants qu'on trouvait dans Die Pest in Florence, mais tout de même, les ravages de la maladie ont cette force dramatique du Moyen-Âge le plus sombre dans le film. Alors oui, la bataille d'Orléans manque peut-être d'ampleur. Les ellipses sont sûrement trop nombreuses. Je pense notamment à l'entrevue à vos couleurs avec Robert de Baudricourt, qui est passé sous silence, ou au procès de Rouen. Et l'on aura peut-être un peu de mal avec les parties dialoguées dans le film, dont on a l'impression qu'elles sont aboyées. Bon, tant pis. Le travail proprement artistique fait encore son effet. Et rien que pour cela, Das Mädchen Johanna mérite largement d'être redécouvert ou découvert. Ne serait-ce que pour retrouver notre Jeanne nationale à l'écran.